Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour ce 4e épisode sur la vie quotidienne en Galilée au temps de Jésus. Après l'histoire et l'économie, nous entrons plus en avant sur le quotidien des Galiléens et Galiléennes. Certes, les conditions de vie sont différentes en fonction du statut social, du genre et de la religion des personnes concernées. Même si nous aborderons ces différences, j'ai choisi de m'intéresser à ce que pouvait vivre ordinairement une famille comme celle de Simon-Pierre ou de Jésus au sein d'un village galiléen en fonction de ce que les données archéologiques nous permettent d'en dire. Le logement, le repas, la toilette, l'éducation sont les sujets que nous allons aborder durant cet épisode. Nous avons vu précédemment qu'en ce premier siècle, du moins jusqu'à la première guerre juive de 70, l'économie galiléenne se porte assez bien. Les taxes demeurent élevées comme au temps d'Hérode et pour beaucoup de spécialistes légèrement moins après la mort de ce dernier et la gestion romaine des finances. Cette domination avec le paiement du tribut individuel, signe de soumission, demeure tout de même un point de friction important pour certains groupes nationalistes et ou messianistes comme le seront les sicaires ou zélotes dans la seconde moitié du second siècle. Mais au temps de Jésus et durant le règne d'Antipas, la Galilée vit sans trouble majeur et dans une relative prospérité. L'armée romaine y est d'ailleurs peu présente, les principales légions stationnant à Césarée, Jérusalem ou à Tyr. Bref, les Galiléens au temps de Jésus ne vivent pas sous la terreur romaine ni dans la misère économique, du moins pas tous. La population est très majoritairement juive et rurale. Elle constitue un réseau de 300 villages, 400 pour certains historiens, proches les uns des autres, représentant environ 250 000 habitants au 1er siècle. Pour cette population, le souci premier est de travailler pour vivre et parfois de survivre en raison des incertitudes liées à la pêche et aux récoltes. Une mauvaise saison pouvait obliger un cultivateur ou un pêcheur galiléen à s'endetter, emprunter du blé ou des semailles pour faire vivre sa famille, au risque d'y perdre sa terre, ses biens ou sa liberté. Certaines paraboles, comme celle du gérant malhonnête en Luc 16 ou celle du débiteur impitoyable en Matthieu 18, peuvent faire écho à ce type de situation qu'il ne faudrait pas non plus généraliser. En dehors de ces cas, et comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, nombre de gens de Galilée sont journaliers ou tâcherons et travaillent ici et là selon les demandes et les besoins des artisans, des propriétaires de grandes fermes et de vignobles ou de pêcheries. Je dépasse le cadre de cette émission pour souligner que, dans les évangiles, les discours de Jésus et ses paraboles ne visent pas à opposer le judéen galiléen à l'occupant romain, ni le juif au grec polythéiste, mais critiquent les positions de domination des religieux et des notables juifs et galiléens. La société galiléenne d'Antipas reprend, comme dans l'ensemble de l'Empire, les valeurs gréco-romaines d'une société très hiérarchisée, basée sur l'appartenance à un haut statut social et la mise en avant des honneurs, de l'honorabilité, et non de l'humilité qui est un mot synonyme d'humiliation. C'est cette romanisation de la société juive, comme avant elle l'hellénisation, que critiquent les évangiles dans les discours de Jésus et ses paraboles. Le point d'insistance majeur du Nazaréen concerne l'annonce du règne de Dieu, dénonçant avant tout les injustices liées au statut social et commis par ses coreligionnaires. Mais cela sera le sujet d'une autre série d'épisodes. Revenons à la vie quotidienne en Galilée. Tous ne vivent pas de la même manière selon leur profession, leur statut social, leur genre et selon qu'ils vivent en cité ou en milieu rural. C'est avant tout ce dernier aspect que nous allons aborder. Ainsi, le temps d'Antipas est marqué par un essor économique qui va de pair avec l'édification de 2 nouvelles cités
Séphoris et Tibériade, exigeant la présence d'artisans du bâtiment, d'ouvriers journaliers. Ces deux cités sont aussi importantes pour l'activité commerciale de la Galilée. À la différence des villes de Césarée-Maritime, Sycopolis ou les autres cités de la Décapole, Séphoris et Tibériade sont de taille modeste et les traces archéologiques montrent pour chacune la présence majoritaire d'une population juive. Séphoris est située sur une haute colline au centre de la Galilée, à 6 km au nord de Nazareth. À l'origine, elle fut fondée à la période hellénistique, durant laquelle fut dressée une forteresse sous Antiochos III. Détruite après la mort d'Hérode, Antipas entreprend sa reconstruction et son embellissement. Il en fera la capitale administrative de sa tétrarchie de Galilée et la renommera Autocratoris. Flavius Joseph parle d'elle comme la perle de la Galilée. La cité rebâtie est organisée selon un plan quadrillé correspondant à une cité romaine. Ses rues pavées bordent une avenue principale rectiligne, le Cardo. Profitant des compétences romaines, Antipas élèvera aussi 2 aqueducs depuis l'Arbel à 4 km qui alimentent entre autres les thermes. La ville dispose de 2 forums, places commerciales destinées aux échanges, l'un dans la ville basse, l'autre dans la ville haute. Le prince hérodien fera bâtir également un théâtre dont la datation est encore incertaine. Sa population, estimée à 24 000 habitants, est majoritairement juive où vivent des familles sacerdotales, entre autres. On y a découvert les traces de nombreux bassins rituels, appelés mikvés, destinés à la purification. Plus tard, vers l'an 20, Antipas décida la construction d'une ville entièrement nouvelle sur la rive du lac de Génézareth, cité qu'il nomme Tibériade, en l'honneur de l'empereur Tibère. D'après Flavius Joseph, son édification se fit en partie sur l'emplacement d'un ancien cimetière. Cette situation d'impureté provoquera de vives critiques des populations pieuses de Galilée. Critiques assez vite oubliées puisqu'après les guerres juives de 70 et 135, Tibériade deviendra un haut lieu du judaïsme où les scribes ou massorètes fixeront le texte hébraïque des Écritures, le texte massorétique, entre le 7e et 11e siècle. Cependant, et selon Flavius Joseph toujours, le choix de l'emplacement s'appuya sur la présence de thermes préexistantes et cet endroit était appelé Amathus. La ville est construite suivant l'urbanisme gréco-romain. Les pierres de calcaire de Séphoris laissent place au basalte de la région. Mais on y retrouve des rues pavées et un cardo donnant sur une porte monumentale. Antipas y fit élever un magnifique palais décoré de mosaïques et d'ivoire, comme aussi un stade et une synagogue. Toujours selon Flavius Joseph, Tibériade fut peuplée d'une population galiléenne, mais aussi de personnes contraintes d'y loger, notables compris, venant de Pérée probablement. En échange, Antipas leur offrit des terres et des serviteurs, voire des esclaves. La cité de Tibériade est avant tout un port ouvert sur le commerce vers la Décapole et les cités des autres rives du lac. Mais plus au nord se trouve une autre ville, plus ancienne d'époque hasmonéenne, appelée Magdala ou Tariké. Parfois les historiens les distinguent tandis que d'autres les confondent. Avant la fondation de Tibériade, elle était la plus grande ville de Galilée. Magdala aurait accueilli 40 000 habitants. Sa disposition et son architecture romaine avec son cardo servent un port qui aurait accueilli près de 230 bateaux de pêche. Mais ces données, tirées de l'œuvre de Flavius, semblent exagérées pour beaucoup. Cependant, on y recense de nombreux bassins ainsi que des lieux destinés au séchage du poisson. Que conclure de ces 3 cités importantes de la Galilée au temps d'Antipas ? Elles sont majoritairement juives. On y trouve des mikvaot qui signalent la présence d'une population juive, riche et pieuse. Ce sont ces notables ou ces riches dont parlent les évangiles comme dans la parabole du riche et du pauvre Lazare en Luc 16. Et comme dans cette même parabole, dans ces cités se trouvent des mendiants qui en raison d'un handicap ou d'une maladie ne peuvent plus travailler, comme aussi des prostituées probablement profitant des voyageurs et marchands venus de l'étranger et des cités voisines. Car les marchés sont des lieux d'échange entre notables juifs et ces commerces d'autres religions. D'où les bains de purification pour se débarrasser de l'impureté due à leur contact. Parfois, dans ces villes, se découvre une synagogue, toujours de taille modeste, sauf pour Tibériade. Il faut rappeler que le rôle des synagogues dans la foi israélite prendra surtout de l'ampleur après les guerres juives. Ce bâtiment sert de lieu de rassemblement et pas seulement de culte pour un village, un quartier,
une population de la diaspora juive grecque ou possiblement une caste religieuse comme les pharisiens par exemple. J'y reviendrai une autre fois. Si les cités de Galilée au temps d'Antipas reprennent l'architecture gréco-romaine, elles demeurent des cités juives et leur romanisation reste timide au regard des cités voisines. Antipas, en cela, suit les pas de son père. S'il est fortement lié au pouvoir et à la culture romaine, il doit aussi se ménager les populations juives et leurs notables, son rêve étant de posséder la couronne et l'ensemble du territoire de son défunt père. Ces villes servent à cette prospérité et à cette paix auxquelles Rome est sensible. La vie économique de ces cités profite également aux nombreux villages galiléens. Je ne pouvais commencer ce regard sur la vie quotidienne en Galilée sans passer outre les centres urbains. Cependant, ce qui va dès à présent nous intéresser, ce sont ces 300 ou 400 villages de Galilée. Rassurez-vous, je ne vais pas les décrire un à un. On va simplement jeter un regard sur deux d'entre eux, plus connus des évangiles, Capharnaüm et Nazareth, étant donné qu'ils ont fait l'objet de fouilles intéressantes et nous permettent de comprendre la vie d'une maisonnée. Capharnaüm, dont le nom Kfar Naoum pourrait signifier village ou consolateur ou village de Naoum, est assez important au regard d'autres lieux. On estime au temps de Jésus sa population d'environ 1000 voire maximum 1500 habitants. Son importance est due à sa géographie. D'une part, Capharnaüm est situé sur la rive du lac. C'est un village prospère en raison de sa pêche. Mais au nord de cette mer de Génézareth, Capharnaüm est aussi situé à la frontière avec la tétrarchie de Philippe et bénéficie d'un poste douanier sur cette voie commerciale, la Via Maris, allant de Damas à l'Égypte, ainsi que probablement d'un petit détachement militaire romain. Les fouilles menées ont mis à jour le village du 1er siècle, aux rues étroites disposées autour du port. Les maisons sont essentiellement faites de pierres de basalte brune, non taillées, et les toitures sont de branchage, comme le décrit le passage de la guérison du paralytique descendu depuis le toit. La synagogue découverte date du IVe siècle. Quelques fondations anciennes permettent de supposer l'existence d'une synagogue plus petite datant du 1er siècle. Capharnaüm est un village très humble. On n'y distingue aucun riche bâtiment officiel ou de villa de notables comme en d'autres endroits. Malgré ses activités agricoles et de pêche, Capharnaüm est un village modeste, humble pour ne pas dire pauvre, ce serait peut-être trop exagéré. Parmi ces maisons, celle découverte sous l'ancienne basilique byzantine montre les traces d'une maison et une dévotion envers Saint Pierre, l'apôtre de Jésus. Cette maison dite de Simon-Pierre est une maisonnée classique dans ce village. Différentes pièces sont aménagées autour d'une cour. Ces salles permettent de loger une famille élargie, le père et son épouse, les filles, les fils, avec leurs conjoints s'il en est, ainsi que leurs enfants qui vivent entre cousins qui peuvent être parfois désignés comme frères et sœurs. Pour une simple maison, la pièce principale sert à la fois au coucher de la famille et au repas, tandis que d'autres pièces attenantes sont destinées au stockage des produits, destinés à la nourriture ou à la vente, avec le blé, les noix, les figues ou les jarres d'huile d'olive. Capharnaüm n'est pas seulement un port de pêche, il est aussi un village entouré d'une terre fertile. Les fouilles ont mis à jour de nombreux pressoirs à huile, des meules conséquentes qui imposaient l'usage d'un âne ou une autre bête de somme. Située sur une colline, Nazareth, quant à elle, serait de taille plus modeste et ne rassemblerait que quelques 300 à maximum 500 habitants vivant d'agriculture et d'artisanat. Elle n'est jamais citée dans les Écritures ni par Flavius Joseph. Seuls les évangiles et les actes des apôtres la mentionnent. Les fouilles à proximité de la basilique de l'Annonciation et dans la propriété des sœurs de Nazareth ont mis à jour les traces du village du 1er siècle, dont des bâtiments associés par la tradition à la maison de Marie et Joseph. Bâtis à flanc de colline, nombre de ses habitats possèdent des caves naturelles ou des pièces creusées dans la pierre, servant de lieu de stockage probablement. Ces maisons pouvaient aussi supporter la présence d'un étage et d'un toit-terrasse. Parmi les étables et les maisons, taillées dans le calcaire, on a retrouvé des fours, des citernes, des pressoirs à huile, à vin ou des celliers en affilade pour le grain et les fruits secs, comme aussi d'anciens lieux de sépulture. Ces cavités sont caractéristiques de Nazareth que certains qualifient de troglodytes.
Ces salles creusées derrière ou sous les habitations serviront de cachette et de refuge durant la première guerre juive, notamment des gens de classe sacerdotale fuyant Jérusalem. Le nom même Nazareth proviendrait du verbe hébreu natsar, signifiant cacher ou garder, probablement en référence à la topologie du site habité depuis l'âge de bronze et dont certains silos ont été creusés lors de la période royale. Nous sommes donc en présence d'un modeste village, loin des routes commerciales, mais assez actif économiquement, produisant de l'huile et du vin, cultivant le blé sans oublier les arbres fruitiers. Ce sont peut-être bien ces activités rurales de son village qui pourraient avoir inspiré certaines paraboles à Jésus. Des paraboles qui évoquent parfois ce quotidien des familles modestes de Galilée. Quelle pouvait être une journée ordinaire dans ces villages moins cosmopolites que les cités ? Dans ces maisons galiléennes, l'ensemble de la famille dort dans la même pièce de vie avec parfois attenant l'étable, si elle a l'opportunité de posséder quelque bétail ou un âne. Le chant du coq sonne la première heure, vers 6 heures du matin. La journée est ainsi divisée en fonction du soleil. Lorsqu'il est au plus haut, à midi, c'est la 6e heure, tandis que la 12e heure, soit 18 heures, voit la nuit poindre, et les lampes à huile deviennent alors nécessaires, surtout pour les maisons en basalte brun des rives du lac de Galilée. En dehors du Shabbat, la journée sera occupée par les divers travaux selon la saison, selon l'activité du village ou du métier du père de famille. Moisson, récolte, vendange, meulage du grain pour la farine, presse à huile pour l'olive, pressoir pour le raisin, toutes ces activités peuvent demander aussi la participation de la famille, d'un quartier ou d'un village, hommes et femmes, voire probablement celle des grands-enfants. Durant l'année, d'autres travaux comme le tissage et la vannerie permettent de produire quelques vêtements ou quelques corbeilles, toujours utiles et qui pourront être échangés ou vendus sur un marché. La cellule familiale demeure basée sur le modèle patriarcal typique de l'Antiquité où l'homme adulte est le maître sur sa famille. Son travail sert à nourrir celle-ci, aidée parfois par des autres membres masculins, fils ou frères cadets. Les femmes ne sont pas forcément recluses dans leur foyer. Elles participent, comme je l'ai dit, à la vie économique, même s'il leur revient principalement le soin des jeunes enfants et les tâches domestiques comme la préparation des repas. La famille, y compris dans sa définition élargie de maisonnée, est le premier lieu de l'éducation. Les garçons suivent très tôt les activités de leur père. On le voit dans les évangiles. Jacques et Jean sont pêcheurs avec leur père Zébédée et Jésus est décrit comme charpentier dans l'évangile de Marc. La cellule familiale est donc un lieu d'apprentissage et de transmission des savoirs qui permet très tôt à l'enfant, garçon ou fille, dès 5 ans, et non sans sévérité, de se familiariser aux diverses techniques, maniements et modes opératoires pour l'artisanat, la pêche, l'agriculture ou la vie domestique. Ce qui n'empêche pas les jeux entre eux dans la cour de la maisonnée et sur les places. Selon la loi juive, il revient aussi au père d'apprendre les commandements de la Torah à ses enfants. Même si la synagogue pouvait compléter, voire suppléer à ce devoir par la lecture et les commentaires de l'écriture destinés aux hommes comme aux femmes. Cependant, une attention particulière est donnée au garçon, destiné à devenir lui-même chef de famille. Il doit mémoriser et apprendre davantage sur les écritures, de manière orale ou via l'apprentissage de la lecture, grâce à un adulte formé, voire un scribe. Il sera ainsi en mesure de devenir un des lecteurs de l'office synagogal. On connaît ces écoles destinées aux garçons dans les villes. Leur usage, selon la tradition juive, a été rendu obligatoire dans tous les villages dès l'an 63 après Jésus-Christ. Il est donc moins certain qu'au temps de Jésus, les enfants des petits villages galiléens aient tous bénéficié d'une telle formation ou qu'elle fût obligatoire. D'autant que ces garçons doivent aussi apprendre leur futur métier pour plus tard pouvoir nourrir leur famille et prendre soin de leurs parents âgés. La maisonnée galiléenne, à l'image des usages grecs, connaît 3 repas.
celui du matin avant d'aller travailler, puis vers midi sur place, et enfin, à la maison, le repas principal, ou souper, pris après la journée de travail. En dehors des repas festifs sur lesquels je reviendrai dans un autre épisode, le souper ordinaire est constitué d'un plat commun, non carné, partagé par les membres de la maisonnée, assis par terre sur des nattes, jambes croisées. Dans les habitations de notables, les convives se tiennent plutôt couchés sur des divans autour d'une table basse où sont servis les mets plus fins. Dans une maisonnée galiléenne, on pourra y trouver plutôt du poisson frais ou séché, et plus souvent des lentilles ou des légumes comme le haricot ou des grains de blé rôti. Les épices et les herbes aromatiques pouvaient accompagner le plat. C'est le pain, sous forme de galettes rondes, qui constitue l'élément indispensable à tout repas. Les familles les plus pauvres se contenteront d'un pain d'orge et les plus riches bénéficieront du pain de froment. Le pain, pétri et cuit dans le four familial, sert à la fois d'assiette et de cuillère quand la maisonnée ne dispose pas de vaisselle. Pour boisson, l'eau fraîche de la source ou du puits suffira, à la rigueur coupée avec un peu de vin. Enfin, le repas pouvait s'accompagner de fruits frais ou secs. Avec le repas, l'hygiène est un élément très présent dans la culture judéo-galiléenne du 1er siècle, notamment dans les familles pieuses, qui usent régulièrement des rites de purification, lavage de la main avant le repas, bain rituel après le contact avec un élément, un individu impur ou un cadavre. Mais tous les Galiléens n'entrent pas dans ce type de relation à la loi de Moïse, comme pour les pharisiens. L'Évangile montre les disciples de Jésus peu enclins à se laver les mains avant le repas, par exemple en Marc 7. Mais n'en faisons pas non plus des rustres pour autant, le soin du corps tient une place importante. Ainsi, les villes de Galilée, à la population majoritairement juive, possèdent des piscines ouvertes à tous et des thermes destinés aux notables, aux riches marchands de passage. Car les thermes sont aussi des lieux de réunion, de négoce, l'occasion de partager des nouvelles comme des rumeurs. Le vêtement antique est divers et manifeste la position dans l'échelle sociale. Les notables juifs, comme Antipas, revêtent des vêtements de type gréco-romain avec les toges. Ils possèdent plusieurs habits en fonction des circonstances, plus ou moins somptueux. À l'inverse, les plus pauvres se contentent d'un simple habit de laine, la matière la plus courante. Chaque pièce de vêtement pouvait être blanchie ou teintée de brun, de jaune safran, de rose, de cramoisi, de pourpre ou de bleu. Le vêtement pouvait être brodé et agrémenté de bijoux, bagues ou colliers pour les hommes comme pour les femmes. Là encore, le revenu et le statut social vont déterminer la qualité du vêtement. Mais de manière ordinaire, dans les modestes villages de Galilée, le vêtement est constitué de 2 pièces principales, la tunique et le manteau. La tunique est un vêtement long descendant au-dessous des genoux. De lin pour les plus aisés ou simplement de laine, elle constitue le vêtement quotidien porté au travail, auquel les juifs pieux peuvent accrocher les franges rituelles ou tzitzit. La tunique nécessitait le port d'une ceinture, en lin pour les plus riches, en cuir ou en laine, enroulée plusieurs fois autour des reins. Cette ceinture servait de poche ou de sac pour y mettre au besoin une bourse ou un morceau de pain ou quelques fruits. À cela, hommes et femmes portaient aussi un pagne couvrant les parties génitales. Le manteau se porte sur la tunique ou jeté sur l'épaule. Sa manière et sa coupe déterminaient aussi le statut social de celui qui le portait. Pour l'homme ordinaire, il pouvait être un long tissu épais de toile ou de laine, carré ou rectangulaire. Le manteau est un élément important de l'habillement. Il servait à se couvrir en cas de froid ou de pluie, mais aussi de couverture les nuits à la belle étoile. Manteau, tunique et ceinture, le même vocabulaire est utilisé pour le vêtement féminin qui se différenciait par sa longueur et sa forme plus ample, comme par sa découpe. Le port du voile couvrant les cheveux, avec le châle, ou les rubans, permettait de distinguer les veuves et les femmes mariées des jeunes filles nubiles. Il n'était pas d'usage, culturellement, dans le judaïsme, comme dans le monde gréco-romain, qu'une femme adulte sorte les cheveux à découvert, excepté dans les villes les prostituées. Pour chaussures, hommes et femmes portent ordinairement des sandales faites de lanières de cuir et d'une semelle en écorce de palmier ou de jonc. Se loger, éduquer, se nourrir, se vêtir, nous avons rapidement entrevu quelques éléments du quotidien des habitants des villages galiléens
qui peuvent éclairer bien des passages et paraboles des évangiles, paraboles qui feront l'objet d'une future émission de ce podcast. J'aurais pu aussi évoquer, ou plutôt souligner, un élément important de cette vie quotidienne en Galilée, qu'est la vie du village. J'ai parlé de ces maisonnées, pour lesquelles l'archéologie et les écrits rabbiniques peuvent nous éclairer. Cependant, il nous faut prendre en compte, et notamment dans la Galilée rurale du temps de Jésus, la vie communautaire du village, ses solidarités à l'occasion de drames ou de deuil, ses célébrations à l'occasion de mariages ou de fêtes religieuses. C'est ce que nous pourrons découvrir à l'occasion de notre prochain épisode qui concernera ce que j'ai appelé les moments de la vie. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.